Exocet, le bizarre, l'inclassable, le décalé, sur Rage. Bonsoir à tous, amateurs d'étranges, de bizarres, d'insolites, vous êtes sur la bonne fréquence, c'est Exocet, on est ensemble pendant 1h30 et nous allons vous raconter des histoires surprenantes, incroyables. Thomas qui est à mes côtés, bonsoir Thomas. Bonsoir à tous. Vous racontera des expériences particulièrement étonnantes, l'expérience notamment de la prison de Stanford, qui vous allez voir est une histoire incroyable, ainsi que l'expérience de Milgram, qui est restée légendaire dans les annales des expériences mentales, psychiatriques, psychanalytiques, psychologiques. Quant à moi, pour démarrer cette émission, je vous parlerai des véritables Frankenstein, ceux qui ont essayé de vaincre la mort. Exocet, c'est tout de suite. Exocet, le magazine de l'étrange et de l'insolite. On commence donc cette émission avec les véritables Frankenstein, ces scientifiques qui ont essayé de vaincre la mort, car il y en a eu. Et on démarre en 1780 avec Luigi Galvani. Luigi Galvani était un professeur d'anatomie italien, et c'est à lui qu'on doit notamment le terme galvanisé, stimulé par une sorte d'impulsion électrique. Quand on est galvanisé, c'est comme si on était électrisé, et ça vient de lui donc. Et Galvani découvre à cette époque qu'une étincelle d'électricité peut faire bouger les membres d'une grenouille morte. Donc c'est une expérience qui est aujourd'hui reconduite régulièrement par les étudiants en chimie, à l'école d'ailleurs. Je pense qu'on a plutôt en bio d'ailleurs, mais en bio, excusez-moi. C'est vrai qu'on a à peu près tous fait ça. On a fait remuer des grenouilles. Bon, il y en a qui ont disséqué des yeux de bœuf. Voilà, bon, ça fait partie des expériences classiques. En tout cas, à l'époque, c'était une nouveauté. Et quand Galvani écrit les résultats de ses expériences sur les grenouilles, la nouvelle fait grand bruit, puisque en Europe, on pense que Galvani a trouvé le secret de l'existence. À l'époque, la fée électricité, c'est un phénomène relativement nouveau, donc on lui prête des capacités quasiment magiques, on ne sait pas trop à quoi on a affaire. Et donc certains n'hésitent pas à dire que l'électricité, c'est le secret de la vie elle-même. Alors, d'autres scientifiques reprennent les expériences de Galvani, essayent aussi de faire bouger des grenouilles avec de l'électricité, mais ils se lassent assez rapidement des grenouilles, et il y en a qui veulent aller plus loin. Ainsi, le propre neveu de Galvani, qui s'appelle Giovanni Aldini, décide de réanimer des cadavres, donc des cadavres de corps humain. Alors il se lance dans une tournée européenne de ce qu'on peut appeler de la science-spectacle, un petit peu comme le docteur Von Hagens peut faire aujourd'hui avec ses fameuses expositions Body World, où il expose des corps plastinés, donc des authentiques cadavres dont les fluides ont été extirpés et remplacés par une solution de l'invention de Von Hagens. Et la démonstration la plus célèbre de Aldini se déroule à Londres le 17 janvier 1803, devant un parterre de médecins et de chirurgiens. Il utilise le corps d'un certain George Foster, c'est un homme de 26 ans qui vient d'être exécuté à l'époque pour le meurtre de sa femme et de son enfant. Donc à l'époque, apparemment, on ne s'embarrasse pas de considérations éthiques, et on décide de s'en servir comme d'un véritable cobaye. Alors Aldini attache des parties du cadavre à une grosse pile en zinc, et il commence par le visage. Et là, immédiatement, le visage se contracte dans une sorte de rictus macabre, absolument horrible. Un œil s'ouvre. Et Aldini s'amuse à connecter les bras, les jambes. Alors là, évidemment, les bras se mettent à bouger, les doigts tapotent la table. Les jambes se soulèvent, et pour le grand final, Aldini décide de faire traverser l'électricité à travers tout le corps de son cobaye. Il connecte un câble au rectum, il connecte un autre câble aux oreilles, et là, il envoie le jus. Et du coup, le corps se tortille dans une espèce de danse absolument grotesque et particulièrement impressionnante. Et à l'époque, le London Times dira que on avait vraiment l'impression que la vie était retournée à l'intérieur de ce corps. Donc c'est une croyance qui commence à s'installer doucement dans les mœurs. On se dit qu'on est au bord de trouver quelque chose d'absolument révolutionnaire. Et le 4 novembre 1818, c'est une démonstration encore plus spectaculaire qui est menée à Glasgow par le chimiste Andrew Ure, donc un Écossais. Il connecte le corps d'un autre condamné à une pile 2 fois plus puissante que celle d'Aldini.
Et il branche un câble à un nerf frontal, un autre câble à la cheville, et là, le corps se convulse dans des positions absolument horribles, en affichant en même temps donc des rictus figés. Et c'est tellement impressionnant et tellement spectaculaire que certains des spectateurs présents s'évanouissent, d'autres s'enfuient effrayés par la scène. Et à l'époque, il faut savoir que Aldini et Ure pensaient donc que l'électricité pouvait donner bien davantage qu'une sorte de macabre spectacle de marionnettes. Eux, ils sont persuadés de pouvoir restaurer la vie. Et donc ce but, pour eux, est suffisamment noble pour justifier les expériences les plus atroces. Donc c'est pour ça qu'ils ne s'embarrassent pas de davantage de considérations morales là-dessus. Ils savent que c'est horrible, mais pour eux, c'est voué à une bonne cause au final. Et Mary Shelley, donc Mary Shelley, l'auteur de Frankenstein, raconta qu'elle eut l'idée de sa nouvelle, Frankenstein, en discutant des expériences galvaniques à l'époque. Donc la fiction, une fois de plus, s'était bien nourrie de la réalité, puisque le but du docteur Frankenstein, c'était effectivement de ramener les morts à la vie, et il se servait de l'électricité pour ça. Donc c'était directement inspiré d'expériences réelles. Mais on pourrait se demander s'il y a eu d'authentiques Docteur Frankenstein. Eh bien, on peut dire qu'il y en a eu pas mal, et il y en a un qui est devenu plus célèbre que d'autres, un scientifique qui voulait triompher de la mort, littéralement. Il s'appelait Robert Cornish. C'était un enfant surdoué, et il reçut son doctorat à 22 ans. Alors, il accepte un poste à l'Institut de biologie expérimentale de l'Université de Californie, et en 1932, alors qu'il est âgé de 27 ans, il se met en tête de triompher de la mort. Ça devient son but, son obsession, et au cœur de son projet, il a une planche à bascule. Donc ça peut paraître un petit peu absurde. Alors il pensait pouvoir faire circuler le sang des morts artificiellement en les attachant à la planche. Et en 1933, il essaye de ressusciter plusieurs personnes avec ce système-là, mais évidemment, ça ne fonctionne pas. Alors, il disait qu'après 1 heure de basculement, le visage semblait se réchauffer, et il disait qu'une lueur apparaissait dans les yeux, mais les sujets restaient morts, malheureusement. Donc, en 1934... Cornish commence une série de démonstrations publiques en essayant de ranimer 4 chiens. Alors il faut savoir que quelques années auparavant, en 1928, le savant russe Sergei Broukhonenko avait conservé des têtes de chiens vivantes pendant plus de 3 heures à l'aide d'une pompe qui simulait la circulation sanguine et à l'aide également d'un anticoagulant. Mais Cornish, lui, s'attaquait aux chiens entiers. Il voulait ramener l'animal complet à la vie. Alors d'abord, il tue ces chiens avec une injection chimique, et ensuite il essaie de les ranimer avec une combinaison de bascule, donc toujours la fameuse planche, de bouche à bouche, ou de bouche à truffe, parce que voilà, et de piqûres d'adrénaline. Et chose incroyable, les chiens sont ranimés. Alors les 2 premiers restent en vie. Il les avait appelés Lazare, en référence au Lazare de la Bible que Jésus ressuscite, donc c'était Lazare 1, 2, 3, 4. Alors, les 2 premiers restent en vie, et quelques heures après, il succombe à nouveau. Donc là, l'expérience fonctionne, mais pour peu de temps. Par contre, les 2 autres survivent plusieurs mois, mais ils sont aveugles et ils souffrent de lésions cérébrales assez profondes. Et on dit aussi que les autres chiens, les fuyaient, comme si c'était des chiens zombies. Les autres chiens fuyaient leur compagnie. Alors, à partir de ce moment-là, Cornish devient une figure populaire, tellement que même à Hollywood, des films s'inspirent de lui et de ses expériences. Il y a notamment des films avec Boris Karloff qui s'inspirent directement des expériences du Dr Cornish. Alors il faut savoir qu'il a une allure assez ténébreuse, en plus d'avoir un strabisme divergent, donc ça colle assez à l'idée qu'on peut se faire d'un savant fou à la Frankenstein. Mais si Hollywood apprécie le Dr Cornish, l'Université de Californie apprécie beaucoup moins ses recherches, et il est prié de partir, parce que ça commence à leur faire une mauvaise publicité. Des associations de défense des animaux commencent à se plaindre, donc il est remercié, il s'en va, et pendant les 13 années qui suivent, il fait profil bas, mais il continue ses expériences chez lui. Alors les voisins se plaignent parfois des moutons et des chiens qui s'échappent de son labo, ainsi que des fumées chimiques un petit peu étranges qui peuvent se répandre autour de sa maison. Mais en 1947, il revient sur le devant de la scène en affirmant qu'il a perfectionné ses techniques et qu'il est prêt pour une toute nouvelle expérience. Il allait ressusciter un condamné à mort. Alors il avait abandonné les planches à bascule à cette époque-là,
au profit d'une machine beaucoup plus complexe qui était faite entre autres à partir d'un tuyau d'aspirateur, de tubes, de roues. C'est une machine qui semblait tout droit tirée d'un Bip Bip et le Coyote, assez caricatural. Et à l'époque, c'est Thomas McGonigal de la prison de Saint-Quentin qui est le condamné, qui accepte d'être le cobaye de Corniche. Mais en cas de réussite, on l'avait prévenu qu'il devrait quand même rester en prison. Alors malheureusement pour lui, l'État de Californie refusa l'expérience. Et du coup, finalement, Corniche rentra chez lui en abandonnant ses ambitions de résurrecteur et il gagna sa vie en vendant un dentifrice de son invention, la pâte à dents du docteur Corniche. Voilà, donc c'est quand même moyennement, glorieux pour un scientifique qui voulait triompher de la mort. En tout cas, voilà, vous l'avez vu, Frankenstein, c'est une fiction, mais qui est largement inspirée de la réalité, puisqu'à l'époque, beaucoup de scientifiques avaient décidé de vaincre la mort. C'est un plaisir. Vous êtes toujours dans Exo 7. Avant la pause musicale, c'était Radiohead. Thomas nous racontait l'histoire incroyable de l'expérience de la prison de Stanford, dans laquelle des étudiants ont pris la place de gardiens de prison et de prisonniers. Et donc, en quelques jours, ça a dégénéré, c'est devenu assez extrême. Et à présent, tu vas nous raconter une autre expérience qui a permis de mettre à jour une fâcheuse tendance de l'espèce humaine à obéir aveuglément aux uniformes. L'expérience de Milgram, un autre grand classique de bizarrerie expérimentale, effectivement, une expérience qui avait pour but de déterminer, d'estimer à quel niveau d'obéissance pouvait aller un individu qui était dirigé par une autorité qu'il jugeait légitime, parce que c'est important aussi, et quel était le processus, en gros, qui maintenait cette obéissance. Alors, les expériences ont été organisé par le professeur Stanley Milgram, d'où le nom, de 1960 à 1963, et donc a porté sur plusieurs cobayes. Alors l'expérience était relativement simple. Dans une pièce, face à face, il y avait d'un côté un expérimentateur, un cobaye, et puis en face de l'expérimentateur et du cobaye, un individu sur une chaise, attaché avec des prises électriques branché sur le corps. Donc l'expérimentateur devait épauler et justifier l'expérience en disant que c'était un moyen de voir si la punition pouvait permettre de mieux enregistrer les informations, de retenir l'information. Donc le protocole était relativement simple. On disait par exemple à la victime, on va l'appeler la victime, combien font 3 fois 4. Si la personne ne savait pas la réponse, il se mangeait une décharge. Voilà, il y avait des différents protocoles, différents tests comme ça, des questions. On lui donnait la réponse une première fois s'il ne connaissait pas, et si jamais on lui reposait la même question et qu'il ne se souvenait toujours pas, là il prenait une décharge qui était évolutive en fonction des besoins de l'expérience. Donc il y avait plusieurs paliers comme ça, il y avait au début du 25 volts, du 50, 100, tout ça était gradué sur une molette que l'expérimentateur pouvait tourner, ou même le cobaye. Alors évidemment, la personne, et heureusement d'ailleurs, la personne qui était du côté torture de l'expérience était un acteur, donc ne recevait absolument pas de décharge, mais en tout cas le simulait suffisamment bien pour que la personne influencée par l'expérimentateur, le cobaye, soit convaincue d'effectivement envoyer des décharges. Alors, cette expérience en plus était payée, en tout cas pour le cobaye, et le cobaye et la victime étaient présentés au début, et on faisait croire en plus qu'ils étaient tirés au sort. C'est-à-dire que le cobaye se disait, bon là je vais être du bon côté, mais j'avais une chance sur 2 de me retrouver du côté où j'allais être électrocuté, ce qui a aussi son importance d'ailleurs dans l'expérience. Alors l'expérience était payée, comme je disais, $4 américains à l'époque, ce qui fait $25 d'aujourd'hui, et le protocole commençait. Alors voilà, les plusieurs niveaux, de 20 jusqu'à 450 volts, et puis au-dessus de 450 volts, une grosse étiquette avec marqué dessus, attention, choc électrique mortel, ne pas dépasser. Alors, les questions s'enchaînaient. Au bout d'un moment, le comédien n'arrivait plus à donner les réponses. Donc au début, les décharges étaient légères, donc les gens y allaient allègrement, ils envoyaient du 25, du 50, puis montaient progressivement. Et si jamais, au bout d'un certain temps, le cobaye finissait par dire bon écoutez, moi je veux pas aller plus loin parce que j'ai l'impression qu'il souffre. Alors il faut savoir que le comédien avait des règles précises, notamment à partir à 50 volts il devait commencer à gémir, à 100 volts
il devait commencer à dire qu'il souffrait, 125 volts, il commençait à hurler, dire qu'il de toute façon il allait plus répondre, qu'il supportait plus les décharges, et comme ça au fur et à mesure crescendo, jusqu'à évidemment quasiment devenir un légume arrivé à 450 volts. Et donc si le cobaye commençait à se poser des questions, à hésiter, là l'expérimentateur avait un protocole assez simple, il devait l'inciter à continuer coûte que coûte, et donc il avait exactement 4 phrases à lui répéter à la suite. C'était « Veuillez continuer s'il vous plaît ». Donc là si la personne continuait c'était bon, s'il continuait à hésiter c'était « L'expérience exige que vous continuez ». Et puis par la suite, il est absolument indispensable que vous continuiez. Et enfin, vous n'avez pas le choix, vous devez continuer pour inciter comme ça à aller toujours plus loin. Et effectivement, si le cobaye, après ces 4 mises en demeure, disait écoutez, moi je m'en fous, vous me dites que je dois continuer, mais je veux m'arrêter, cette personne souffre trop, l'expérience s'arrêtait. Et là, évidemment, on a constaté que statistiquement, peu de gens ont réagi comme ça. Beaucoup sont allés très très loin. Et l'expérience s'est finie à chaque fois sur la décharge maximale 450 volts, là où était mentionné attention choc dangereux et où le comédien jouait vraiment le rôle d'un légume total. Alors on a les statistiques de ça, 65% des gens qui ont participé à cette expérience sont allés jusqu'au bout. Alors sur les 3 ans, il y a même des périodes où les gens, à 95%, obéissaient sans même que l'expérimentateur n'ait besoin à un moment de leur dire « Écoutez, vous devez continuer ». Ils y allaient d'eux-mêmes, vraiment... il n'y aurait pas eu l'expérimentateur pour les inciter derrière, ça aurait été la même chose. Et c'est vrai que c'est des chiffres assez surprenants et on se demande tous pourquoi d'ailleurs, parce que le but au final, les gens étaient payés, il n'y avait pas de raison particulière, si ce n'est cette soumission à une autorité. Jugé responsable parce qu'en plus on le dédouanait évidemment les cobayes en leur disant écoutez nous on vous demande d'aller plus loin, si jamais il meurt de toute façon c'est nous les responsables, c'est pas vous. Et les gens se dédouanaient complètement de leurs responsabilités et assumaient pleinement le fait d'envoyer des décharges sans aucun souci. Et évidemment, ce genre d'expérience nous rappelle des tas d'événements qui peuvent se passer dans la vie. Pour faire un parallèle rapide, ça peut expliquer pourquoi, par exemple, certaines personnes en période de guerre ou pendant le nazisme ont obéi à des ordres qui venaient d'en haut. C'était un argument qui était avancé par Milgram lui-même, qui a dit que cette expérience, effectivement, pouvait permettre de comprendre que certains soldats, à l'époque, aient pu obéir aveuglément à des ordres innommables du régime nazi. Et à l'époque, Milgram a été critiqué pour avoir dit ça, puisqu'il disait qu'il expliquait finalement, qu'il excusait les actes de certains soldats. Donc c'est vrai que c'est un sujet très très délicat. C'est un sujet très délicat. Et d'ailleurs, l'expérimentation en elle-même, le protocole, a été remis en cause aussi par beaucoup de scientifiques, puisque notamment la disposition, le fait que ça soit un acteur et pas des réelles décharges aussi joue beaucoup. Pour certains, par exemple, le fait que ça ne soit pas de la vraie électricité qui passe, mais que ça soit joué, explique que les gens aillent plus loin parce que pour eux, l'acteur ne pouvait pas rendre vraiment compte de la réelle sensation qu'éprouve quelqu'un qui reçoit une décharge, et donc n'était pas aussi sensationnel aux yeux des gens qui envoyaient les décharges que vraiment une personne électrocutée. Donc voilà, plusieurs éléments effectivement qui remettent en cause l'expérience pour certains. Mais à partir d'un certain voltage, il faut aussi préciser que les acteurs se devaient de ne plus faire de bruit pour faire croire qu'ils étaient évanouis ou peut-être morts. Et dans la plupart des cas, oui. Non, et que donc une non-réponse, effectivement, correspondait à une mauvaise réponse dans le protocole. Et donc on leur envoyait une décharge. Et donc on devait continuer. Et donc dans la plupart des cas, dans la majorité des cas, les cobayes continuaient à envoyer des décharges alors que la personne qu'ils électrifiaient était potentiellement morte ou évanouie. Donc c'est vrai que c'est à peine croyable le fait que, à partir du moment où la responsabilité repose sur les épaules d'une autorité, on se dit que nos actes n'ont pas de conséquences et on se contente d'exécuter sans réfléchir. Et l'expérience de Milgram, comme tu le disais, a été réalisée à plusieurs reprises, sous divers protocoles, et parfois on s'est aperçu qu'il y avait des modifications selon la proximité physique du cobaye et de la victime. Parfois il fallait même que le cobaye prennent la main de la victime pour la poser sur la source d'électricité, et donc malgré l'implication physique, les résultats, les statistiques baissaient, mais restaient quand même alarmantes, puisque dans la plupart des cas les gens allaient jusqu'au bout. Mais c'est vrai aussi qu'en même temps, plus il y avait de recul par rapport aux choses, donc si par exemple c'était deux pièces cloisonnées avec une plaque en plexi,
les gens avaient une sensation d'être beaucoup plus coupés et beaucoup moins responsables et quelque part dans un autre univers, donc y aller beaucoup plus facilement effectivement que quand ils étaient en contact physique avec la personne. Et il faut, je l'ai précisé au début, mais il est quand même aussi important de rappeler qu'à chaque fois, à chaque protocole, les gens étaient présentés aux comédiens, et donc c'était quand même pas juste un inconnu qui était posé sur une chaise, c'était quelqu'un avec qui ils avaient au moins discuté 5 minutes, à qui ils avaient dit bonjour, ils connaissaient son prénom, et ils pensaient en plus que lui de son côté était aussi un cobaye, donc quelqu'un pris dans la rue, et c'est vrai qu'on se demande comment nous on réagirait face à une telle expérience. Alors, pour conclure, sachez que vous pouvez voir l'expérience de 1000 grammes sur Internet. La vidéo existe. L'expérience originale a eu lieu dans les locaux de l'université de Yale. Donc, sur le site de l'université, vous pouvez acheter, si ça vous dit, un exemplaire de la vidéo originale. Bon, ça coûte très cher. Ou sinon, vous pouvez aller sur YouTube. Et là, vous pourrez trouver des vidéos de l'expérience. Et c'est particulièrement troublant, puisque là, on voit les cobayes continuer encore et encore à électrifier les victimes, et c'est assez révoltant, et en même temps on se dit que finalement ce n'est rien d'autre que l'humanité, statistiquement. Vous le savez, dans Exo7 on explore la face cachée du monde, et chaque semaine à la fin de l'émission je vous raconte les meilleures histoires insolites de la semaine, toutes les infos les plus incroyables, les plus étranges qui se sont déroulées dans le monde, et on démarre avec une info qui concerne le pharaon Toutankhamon. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé. Il se trouve que le visage de Toutankhamon a été révélé pour la première fois au public. Donc les archéologues ont pris la momie, l'ont extirpé de son sarcophage de pierre et l'ont placé dans une caisse qui se trouve dans une pièce au climat à la température contrôlée, donc à Luxor, dans la vallée des rois. Alors, le pharaon Toutankhamon est mort il y a 3000 ans. Laissez-moi vous dire qu'il est assez bien conservé pour un gars qui est mort il y a plus de 3000 ans. Il est devenu célèbre en 1922 quand le fameux Howard Carter et son équipe ont découvert le tombeau de Toutankhamon, donc qui était rempli de trésors. Et à l'époque, Carter et son équipe avaient dû couper le corps du pharaon pour pouvoir saisir plus facilement les monceaux d'or et de bijoux qui couvraient son corps. Donc ils avaient séparé les membres de son corps, et puis ensuite ils avaient décollé le masque d'or, le fameux masque d'or que tout le monde connaît, de son visage, qui était scellé au visage par le processus d'embaumement, et c'est de là probablement qu'est née la fameuse malédiction de Toutankhamon. On avait dit qu'à l'époque tous les chercheurs qui avaient profané le tombeau de Toutankhamon avaient été victimes de sa malédiction, qu'ils étaient morts par la suite, et c'est pour ça d'ailleurs que le pharaon est devenu particulièrement célèbre dans le monde. Et après cet épisode-là, le corps du pharaon avait été reconstruit, il avait été replacé dans son sarcophage original en 1926, mais ses restes étaient couverts par un drap, et là pour la première fois en 85 ans le corps et le visage du pharaon peuvent être vus par les touristes. Et en fait, s'il a été déplacé dans l'endroit où il se trouvait, c'est parce que les spécialistes ont peur que l'humidité qui est dégagée par tous les touristes qui se bousculent pour voir donc le tombeau finisse par abîmer les restes. Donc voilà, là il est placé dans une chambre à la température contrôlée, et vous pouvez voir le fameux visage du pharaon sur internet. Actuellement l'info circule abondamment, donc voilà, tapez Toutankhamon, vous verrez ce visage. Bon, il est forcément un petit peu cramoisi, très noir, mais il est plus très jeune, hein. Voilà, pas mal conservé pour un mec de son âge. On continue avec une histoire particulièrement étonnante. Ça s'est passé en Inde. C'est l'opération qu'a subi une petite fille de 2 ans, une petite fille indienne donc, qui est née avec 4 bras et 4 jambes. Elle a été séparée avec succès par les chirurgiens. Elle s'appelle Lakshmi Tatma, et en fait elle était réunie au niveau du bassin avec une sœur siamoise qui n'était pas totalement développée, une sœur siamoise sans tête donc, et pour vous représenter un petit peu ce que ça pouvait donner, imaginez le roi d'un jeu de cartes. C'était un petit peu pareil, hein. Les 2 corps étaient symétriques, et donc les chirurgiens ont réussi au bout d'une opération de 27 heures à séparer le siamois du corps de Lakshmi. Elle a survécu. Et elle est nommée Lakshmi à cause de la déesse indienne de la richesse, parce que évidemment les gens
de là-bas, les gens du billard pensent que la jeune fille a été envoyée par les dieux. Et là, forcément, on peut se dire que les dieux ont un sens de l'humour assez particulier. Mais pour avoir vu une photo de la radio de la mère avant que l'enfant naisse, donc la photo est très spectaculaire et Ouais. on voit le bébé effectivement tel Shiva, tu vois, avec des bras qui partent dans tous les sens en soleil comme ça et des jambes pareilles. Enfin, c'est très spectaculaire. Et donc dans un pays comme celui-là qui est profondément imprégné de mysticisme, de religion, de magie, d'occulte, forcément un enfant pareil, on ne peut pas imaginer qu'il ne soit pas envoyé par les dieux. En tout cas, les chirurgiens espèrent que grâce à cette opération, elle pourra survivre au-delà de son adolescence et c'est tout ce qu'on lui souhaite. On continue avec une histoire qui se passe aux États-Unis, dans l'État de Washington. C'est un couple qui a vécu le genre d'accident qui n'arrive pas généralement. Alors, en fait, ils ont échappé de quelques centimètres à une chute de vache qui est tombée sur le capot de leur van, une vache qui est tombée de 60 mètres quand même. Quoi ? Donc la vache est tombée d'une falaise et elle s'est écrasée, s'est explosée même on peut le dire, sur le capot d'un minivan. Et donc à quelques centimètres près, ils ont failli y rester. Alors évidemment le van a subi des dommages assez importants, le pare-brise a explosé. La vache faisait 300 kilos et donc comme je vous le disais, sa chute a duré pendant 60 mètres. Et donc le couple, c'était Charles Everson et sa femme Linda, qui ne comprennent toujours pas ce qui leur est arrivé. En fait, ils se baladaient dans la région à l'occasion de leur premier anniversaire de mariage. Et le mari ne s'en est toujours pas remis. C'est-à-dire qu'il n'arrêtait pas de répéter « je peux pas le croire, je peux pas le croire ». Effectivement, quand une vache vous tombe dessus de 60 mètres, ça doit être assez spécial à avaler. C'est surtout que c'est bizarre, c'est une vache qui s'est suicidée ou enfin, Mais on comprend pas. Alors, je pense qu'il serait judicieux de mettre un panneau « attention, chute de vache ». Parce qu'on se demande un petit peu ce qui s'est passé. C'est un animal qui tombe dans le vide, c'est quand même relativement rare. C'est rare. Et d'ailleurs, la dernière fois que c'était arrivé, enfin en tout cas à ma connaissance, c'était encore une vache, mais qui était tombée sur un bateau. Rappelez-vous, c'était un bateau chinois, je crois. Elle était tombée du ciel sur le bateau. Et en fait, on a compris ensuite que c'était un avion militaire qui avait largué la vache. Mais c'est une des histoires insolites les plus incroyables. Et l'avion passait au-dessus du bateau. Pourquoi il larguait des vaches ? Mais alors, écoute, je retrouverai l'information complète et je vous en reparlerai. Mais c'est sûrement une des histoires insolites les plus incroyables, à base de vaches encore. C'est une sorte de constante. En tout cas, voilà, ils s'en sont sortis et c'est tout ce qui compte. On continue avec une histoire qui se déroule également aux États-Unis. C'est un reportage de National Geographic. Donc, une équipe de chercheurs anglais et américains ont découvert accidentellement le comportement unique d'un petit poisson durant des excursions récentes en Floride et à Belize. Donc en fait ils étudiaient le rivulus des mangroves. C'est un poisson qui vit dans les marais et ce poisson survit durant les périodes de sécheresse et donc les scientifiques se demandaient comment ils faisaient pour survivre quand les marais étaient asséchés. Et donc là, le leader de la recherche qui s'appelle Scott Taylor explique qu'un des chercheurs a donné un coup de pied dans une bûche et là, il y a un petit poisson qui est sorti de la bûche parce que ce qu'ils ont découvert donc, c'est que ce poisson vit dans les arbres quand il n'y a plus d'eau. Alors c'est absolument incroyable, c'est unique. Alors ce poisson, il a été étudié pendant de nombreuses années pour ses capacités uniques. Il en a d'autres. Donc, par exemple, c'est le seul vertébré connu qui peut s'auto-féconder. Dans certaines populations de ce poisson-là, de Rivulus, donc le poisson peut devenir hermaphrodite, développer à la fois les sexes mâles et femelles et produire des clones de lui-même. Et donc, on sait maintenant que l'animal peut vivre en dehors de l'eau pendant 66 jours au moins, et donc maintenant on sait qu'en plus de ça, il va se réfugier dans les arbres, enfin dans des bûches, parce que les mangroves, c'est cette végétation qu'on peut trouver dans les marais, avec de grosses racines comme ça qui pendent dans l'eau. Ouais. Et en fait, donc le poisson se retrouve à l'intérieur de bûches qui ont été parfois creusées par des termites, donc il y a des trous, il y a des cavités, et il attend comme ça. Alors
on sait qu'il peut survivre parce qu'il respire par la peau, en fait. Il faut que ce soit assez humide, il capte Mais l'humidité. il a des branchies, etc. Ah, ou c'est il un respire poisson. à la surface. Ah, c'est un vrai. Donc il respire même pas à la surface ni quoi que ce soit. En fait, à la surface, apparemment, il respire avec sa peau. Sa peau absorbe l'humidité D'accord. environnante, mais c'est donc une capacité unique. Ils viennent de découvrir ça et c'est vrai que c'est quand même assez hallucinant. Voilà. Toujours dans Exo 7, c'est les infos insolites de la semaine. Et si vous nous écoutiez juste avant le morceau, je me dois donc par honnêteté de vous expliquer quelque chose. Donc je vous racontais il y a quelques instants l'histoire de cette vache qui s'est écrasée sur le van d'un couple. Une vache qui a fait donc une chute de 60 mètres. Et je disais, à l'appui de cette histoire-là, qu'il y a quelques années de ça, une vache qui avait été larguée d'un avion russe, donc s'était écrasée sur un cargo japonais. Et donc cette histoire, ça fait une bonne décennie qu'elle traîne, et elle avait été publiée à l'origine dans des journaux allemands. Et donc en faisant plus de recherches pour vous en parler davantage à l'antenne, je viens de m'apercevoir que en fait c'est une légende urbaine. Donc il y a peu de temps que ça a été débunké, comme on dit, démystifié. Donc c'est une légende urbaine en réalité. C'est venu d'histoires qui circulaient dans l'ambassade notamment russe. Et ça a été déformé, amplifié, et l'agence Reuters à l'époque avait même publié un article qui démontait cette légende, mais malheureusement l'article lui-même a été pris au crédit de l'histoire et on disait oui c'est paru chez Reuters qu'une vache donc s'est écrasée sur le bateau de chalutiers de pêcheurs japonais. Donc voilà, écoutez, sachez que c'est une légende urbaine et c'est la moindre des choses dans cette émission qui essaye de démonter les mythes quand elle le peut de vous le dire. Donc voilà, je croyais moi-même que c'était vrai, donc c'était faux, mais c'est vrai que c'est délicat souvent de faire la distinction entre les deux. Voilà. Alors on continue avec la journée des records qui a eu lieu cette semaine. Plus de 100 000 personnes avaient participé l'an dernier à la journée mondiale des records. Et cette année, donc, le Guinness attendait 2 fois plus de participants et des records encore plus extraordinaires. Alors, c'est Craig Glenday, le rédacteur en chef du Guinness Book, qui déclarait ça. Et il faut savoir que dans le monde entier, les records insolites se sont succédés. Donc en Allemagne notamment, on a appris qu'un clocher d'église du XVe siècle était l'édifice le plus penché au monde. Alors évidemment, quand on pense à un édifice penché, on pense à la tour de Pise, mais il se trouve que ce clocher d'église est plus penché que la tour de Pise, puisque donc il a un angle de 5,19 degrés contre seulement 3,97 degrés pour la tour de Pise en Italie. Donc voilà, c'est le pourtant record. menace de s'écrouler. Voilà, donc Ça doit être sacrément penché. là, oui, là on se demande comment ça tient. Aux États-Unis, pas mal de tentatives de record aussi. Un certain Ashrita Furman qui a tenté le record du plus grand nombre de sauts en échasse. Donc c'est des records ridicules. Ça, je vous avais prévenu, c'est des records insolites. Et on a un Jackie Bibi qui a battu son propre record du bain avec le plus grand nombre de serpents à sonnette. Il a réussi 85 serpents pendant 45 minutes. Mais qui d'autre que lui concourt dans le truc? Mais écoute, je ne sais pas. Je pense qu'il est seul et c'est comme ça d'ailleurs que pas mal de des records. Mais oui, c'est comme ça que pas mal de personnes réussissent à battre des records. C'est-à-dire c'est que clair. personne n'avait testé avant. Alors le plus grand nombre de pommes coupées en 1 minute à l'aide d'un sabre de samouraï, celle-là aussi. Bon, t'es assuré d'être seul dans ta ligue. Ah, ils hein. sont peut-être 2 maintenant. Voilà, ainsi que le plus grand nombre de cobras embrassés figurés parmi les tentatives qui ont eu lieu aux États-Unis. L'Australie a dévoilé la plus grande culotte au monde, donc un record glorieux. Et l'Afrique du Sud a formé la plus grande chaîne de soutien-gorge. Là aussi, c'est assez puissant, faut bien le dire. Ouais. Alors, la brasserie Guinness est à l'origine du fameux Guinness Book, puisque en 1955, afin de trancher les disputes entre buveurs, elle avait lancé le fameux livre des records. Donc il y a bien un lien entre la bière et le livre des records. Mais je m'étais toujours posé la question, effectivement. C'est le même Guinness. Et on a aussi un record chinois, la plus rapide tentative d'évasion d'une camisole de force sous l'eau. Donc plus c'est tordu, effectivement, plus t'as de chances d'être seul dans ta ligue. Donc testez vous aussi des records à la con. Le dernier qui a testé, il est mort, c'était Houdini. Voilà, en l'occurrence, il n'est pas mort de ça, mais c'est vrai qu'il avait testé. Il a survécu à ça, lui. Il a survécu. Pour le coup, on continue avec un sport particulièrement insolite qui est en train de gagner de plus en plus d'adeptes, particulièrement en Europe. C'est la boxe échec.
Voilà. Est-ce que vous avez entendu parler de la boxe échec? J'en Thomas, fais- tu j'en connaissais fais tous ça? les mercredis, moi. Eh ben, écoute, la boxe échec, c'est considéré par les adeptes donc de ce sport comme le challenge ultime en matière de physique et de mental. C'est le challenge ultime en matière de physique et de mental. Ah, tu peux Patrick. pas faire mieux. Hein. Alors, c'est un policier allemand qui a gagné cette année le championnat du monde. C'est devenu le champion du monde de chess boxing. Alors, les combats sont composés d'un maximum de 11 rounds qui alternent donc boxe et jeu d'échecs. Et ce policier allemand s'appelle Frank Stolt et donc il a remporté le titre de lourd léger, de champion du monde lourd léger de chess boxing au 7e round. Alors le match s'est déroulé devant 1200 fans à Berlin, parce qu'il y a des fans de ce sport donc, et honnêtement ça peut paraître idiot, mais je le comprends, parce que c'est vrai que c'est quand même un super challenge ultime, c'est-à-dire tu boxes c'est physique, et en même temps tu dois réfléchir. Et puis Donc, surtout qu'au bout de quelques rounds, à mon avis, à force de manger des péchons, réfléchir, Tu ça devient réfléchis plus beaucoup, trop, ouais. beaucoup plus dur, ouais. C'est clair, alors les règles du jeu sont simples. Le perdant, c'est celui qui se fait mettre KO ou échec et mat, en toute logique. Donc, comme je vous le disais, ce sport est en train de gagner de plus en plus de popularité. Et en plus, les créateurs du sport prévoient des événements, des démonstrations dans le monde entier. Là. Ça a l'air bizarre, mais en fait, quand on y réfléchit, c'est pas si con que ça, parce Mais que non. ça apporte à la boxe la possibilité aussi de gagner en utilisant le cerveau plutôt que la force, tu vois. Donc, tu peux être moyen dans les deux et tu t'en sors bien, ou être très fort physiquement, et dans ce cas-là, il faut que tu rétames le mec qui est intelligent avant qu'il te mette échec et mat. Ouais. Enfin, tu vois, du coup, tu customises un peu c'est très intéressant. tes capacités, quoi. Et c'est très stratégique aussi. Ouais. On peut se dire bon, est-ce que j'essaie de tenir la distance physiquement, ou est-ce que C'est j'essaie clair. d'en finir rapidement, ou alors est-ce que j'essaie plutôt de me concentrer sur la stratégie Ça a du l'air jeu con, mais c'est d'échecs? pas si con que ça, Ah finalement. non, c'est assez Le malin. truc, c'est de jouer aux échecs avec des gants de boxe, c'est pas de... Ah, ça, c'est sûrement l'étape la plus difficile. On continue avec un criminel chinois qui s'est caché pendant 17 années dans un tunnel sous sa maison en Chine. Donc, le village dans lequel ça s'est passé s'appelle Zhangzhou. Et donc, la police a découvert la cachette de cet homme parce qu'elle a été indiquée, en fait. Elle a été aiguillée par un indique. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont rendus dans la maison de l'homme, ils ont un petit peu fouillé et ils ont découvert donc l'existence de ce tunnel. Donc ça faisait 17 ans, comme je vous le disais, que cet homme se cachait après avoir tué un voisin, après une dispute mineure manifestement. Et donc la femme du criminel l'a caché pendant toutes ces années. Elle était complice, elle n'est pas partie, donc c'est quand même une abnégation assez importante, parce qu'il faut pouvoir le faire, de vivre avec un homme qui vit sous terre, parce qu'il a précisé lui-même qu'il n'était jamais sorti. Accessoirement qui a tué ton voisin. Ouais. Et donc il a précisé qu'il était jamais allé ailleurs pendant les 17 ans. Il restait dans son tunnel. Peut-être la nuit venue, il sortait respirer, mais enfin en tout cas il vivait là, quoi. Et sa femme a été donc condamnée elle aussi pour complicité. Alors, comme ça se passe en Chine, il est possible que l'homme soit condamné à mort, ça j'en sais rien. En tout cas, s'il est condamné à une peine de prison, je pense qu'il s'emmerdera moins en tôle que dans son tunnel. Ouais, mais bon, s'il est condamné à une peine de prison, tu peux te dire qu'il a déjà passé 17 ans en prison, parce que sous terre, si tu sors pas, c'est limite ta prison. C'est un peu con de pas avoir fait la prison. Il a perdu 17 ans. Effectivement. C'est un point de vue, hein. Mais c'est un point de vue, et donc c'est pas le seul. Là, pour le coup, c'est pas de la légende urbaine, je vais pas tomber dans le piège. On a déjà plusieurs exemples de gens qui s'étaient cachés en croyant parfois qu'une certaine guerre continuait alors qu'elle s'était arrêtée depuis des années. Et en Chine d'ailleurs, il y avait eu un cas comme celui-là. Donc apparemment, les Chinois seraient les champions du monde de cache-cache si jamais on organisait des compétitions parce qu'ils sont particulièrement patients. Voilà. Cette émission est terminée. J'espère que vous avez pris du plaisir à nous écouter. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous rappelle que l'émission sera rediffusée dimanche soir à 22h. Juste après sur Rage, c'est la récréation, le meilleur de la scène musicale locale. Restez sur Rage. Bisous. Bye bye. bonsoir à tous.